Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous 100% santé. Pour cette édition, nous allons nous intéresser à l'hépatite virale B, une pathologie qui ne cesse de faire des ravages dans notre société. Alors, selon les statistiques, la prévalence nationale de l'hépatite B est de 11,9%. Cette prévalence est différente selon les âges. Elle se situe entre 11 et 13% chez les populations de moins de 45 ans et entre 8 et 9% chez les populations de plus de 45 ans. Vous comprenez donc de par ces statistiques l'importance de parler de cette pathologie. Dans le cadre de cette émission, nous avons baladé notre micro dans les artères de la cité capitale. Question de savoir si les populations ont véritablement conscience de la dangerosité de cette pathologie. Je vous propose d'écouter ce Vox Pop réalisé par Roselyne Jamirabaou. L'hépatite B, c'est une maladie qui se transmet par les rapports sexuels non protégés. Pour lutter contre cette maladie, il faut pratiquer l'abstinence, utiliser des contraceptifs et surtout utiliser des préservatifs lors des rapports sexuels. L'hépatite, c'est le foie. Donc, c'est l'inflammation du foie, selon moi. L'hépatite, les causes d'hépatite, c'est beaucoup, selon moi, c'est beaucoup de causes. Il y a la boisson, les drogues, la mauvaise alimentation, je ne sais pas, beaucoup d'autres. Et d'autres peuvent être héréditaires. Selon moi, c'est ça. Hein. Moyen de prévention, manger sain, éviter les alcools, éviter les drogues, et puis toujours aller à l'hôpital, c'est tester pour voir comment le foie marche. On parle de l'hépatite B. L'hépatite B, c'est une maladie contagieuse et c'est beaucoup plus de femmes qui ont cette maladie. C'est contagieuse par une sueur. Oui, de femme, peut-être lorsque tu as un rapport sexuel avec une femme. Oui, la sueur coule sur toi, toi tu crois que c'est facile. Alors c'est là où ça te contamine. Pour moi, l'hépatite B, c'est une maladie. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais je connais quand même les voies de transmission qui sont par la sueur, par les salives. L'hépatite, c'est une maladie qui se transmet par voie sexuelle. Donc, lorsque vous avez des rapports sexuels non protégés, et pour lutter contre cela, vous devez utiliser les préservatifs ou faire des tests prénuptiaux avant tout rapport sexuel. Voilà, de retour donc sur ce plateau, d'après notre Vox Pop, on se rend bien compte que plusieurs Camerounais ont connaissance de cette maladie mais ne savent pas véritablement à quel point elle peut être dangereuse pour notre santé. Et justement, pour en parler ce soir, nous avons sur ce plateau le docteur Nadège Noukelak, médecin biologiste. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Camille. Comment vous allez? Ça va et vous? Bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir dans le cadre de ce programme. Merci de nous avoir invités et j'espère qu'on sera à la hauteur de l'émission et pourra bien édifier tous nos téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment. D'accord, on va y aller directement avec la première question. Lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est atteinte d'hépatite B, de quoi s'agit-il concrètement? Avant de répondre à votre question, Canel, on va d'abord définir ce que c'est que l'hépatite B. L'hépatite de manière générale. L'hépatite, c'est une affection qui atteint le foie. De manière générale. Maintenant, il y a plusieurs facteurs qui entrent en cause de l'atteinte hépatique du foie. Donc, nous avons le côté viral, que vous avez
énoncé tout à l'heure, qui est l'hépatite B. Il y a d'autres hépatites comme l'avons l'hépatite C, l'hépatite D, l'hépatite E et l'hépatite delta qui est souvent combinée à l'hépatite B pour ceux qui sont infectés. Maintenant, l'hépatite, pour pouvoir répondre à la question, elle est tellement vaste que moi j'aimerais d'abord revenir un peu, définir l'hépatite B en elle-même. On a dit que c'est une maladie qui atteint le foie. Elle peut être de manière aiguë ou bien chronique et aller jusqu'à la cirrhose hépatique ou un cancer du foie. Maintenant, le taux de prévalence, de manière générale, sur l'OMS, nous avons 254 millions de personnes qui sont atteintes de cette hépatite B-là, de manière, dans le monde de manière générale. Et 1,2% sont atteints tous les 1 an. Maintenant, au Cameroun, selon le ministère de la Santé publique, 8,3% de la population camerounaise sont atteints de cette hépatite B-là. Donc, elle est d'une maladie qui nécessite notre regard, qui nécessite un accompagnement pour ces personnes qui sont atteintes de cette hépatite-là. Donc, c'est un problème de santé publique que vous évoquez là dans le Canel. Pour répondre à votre question, quand on dit un patient atteint de l'hépatite B, ça veut dire un patient qui est porteur du virus de l'hépatite B, de manière terre à terre. Maintenant, il y a des examens qu'il faudra faire pour savoir que le patient atteint de l'hépatite B. Quels sont ces examens? Il faudra faire un test d'antigène HBS, le dosage de l'antigène HBS, qui peut être fait de manière rapide ou bien par dosage. Prime abord, on détermine est-ce que le patient est atteint. Là maintenant, il y a d'autres facteurs biologiques qu'il va falloir évoquer, qui sont les transaminases, qu'il va falloir doser également. Ces transaminases montrent en suffisant que le foie est en train d'être détruit, dans les cellules qu'on appelle généralement les hépatocytes, sont détruits à tel pourcentage. Donc il faudra doser ces transaminases qu'on appelle généralement ALAT ou AZET. Alors, docteur, avant d'arriver justement à l'étape où on fait des examens pour détecter la maladie, est-ce qu'on pourrait revenir sur les causes, de façon générale, quelles sont les causes de l'hépatite? De manière générale, nous avons 3 types de causes. Première cause, nous avons la cause alcoolique. Pour des personnes qui prennent beaucoup d'alcool, vous allez mettre votre foie beaucoup en travail parce qu'il y aura des métabolismes au niveau du foie qui seront effectués. Et un foie qui travaille beaucoup, c'est un foie qui s'affaiblit. Maintenant, nous avons des causes médicamenteuses. Pour certaines personnes qui consomment des médicaments qui ne sont pas contrôlés. Et également, de manière virale, comme on l'a assez bien dit, l'hépatite A, l'hépatite C, l'hépatite B, l'hépatite E et l'hépatite delta, qui est généralement qu'on appelle l'hépatite D, qui est souvent une co-infection à l'hépatite B. D'accord. Est-ce que dans le cas de l'hépatite B, plus précisément, il y a par exemple les rapports sexuels non protégés ou... Là, vous abordez le volet transmission de l'hépatite. Nous devons savoir que l'hépatite peut se transmettre par voie parentale. Quand on parle d'un voie parentale, ça va par voie sanguine. Et la voie sanguine, ça veut dire qu'il faut éviter d'être piqué par des objets qui sont contaminés. Il faut éviter comment on appelle où on fait des tatouages, les maisons qui font des tatouages, des personnes. Il faut éviter. Pourquoi? Parce que est-ce qu'ils respectent les règles d'hygiène et le mode de stérilisation des appareils utilisés? Donc, ces endroits sont des endroits à risque. Il y a une étude qui montre que le taux de prévalence est élevé pour ces personnes qui font des tatouages et des piercings, qui sont atteintes de l'hépatite B. Maintenant, il y a la voie de transmission mère à l'enfant, qu'il faut essayer d'évoquer. Lors de l'accouchement, surtout lors de l'accouchement, une femme enceinte porteuse de l'hépatite B peut transmettre ce virus-là à son enfant, mais il y a les dispositions et les précautions à prendre pendant l'accouchement. Maintenant, il y a la voie par rapport sexuel, et également par des substances biologiques comme la sueur, les spermes et tout ce qui est substance biologique peut porter ce germe-là et peut être transmis à une personne infectée à une personne non infectée si vous avez une lésion ou bien une polysée et la charge virale du virus est important
vous pouvez contaminer la personne. Justement, en parlant de sueur, on m'a souvent fait comprendre que lorsqu'on entre dans un taxi, si on est à côté d'une personne atteinte d'hépatite B et qu'elle transpire beaucoup, on est susceptible d'être contaminé. Il faudrait, pour que vous soyez contaminé, il faudrait que, je parle de charge virale, pourquoi? Parce qu'il faudrait que la charge du virus soit importante. Oui. Et que vous ayez une lésion au niveau de la peau, pour qu'il y ait contact entre la sueur et la zone lésée, pour que vous puissiez contaminer. Ça ne veut pas dire que forcément, il y a eu contact, que forcément vous serez directement contaminé. Il y a une période d'incubation. Bon, on va entrer dans la suite. Justement, on va en parler tout à l'heure. Pour le moment, on va s'intéresser aux signes. Quels sont les signes qui peuvent amener un patient à se rendre à l'hôpital, les signes d'alerte? Premier signe d'alerte, fatigue. Vous avez un patient qui se plaint énormément de la fatigue, ce qui généralement qu'on appelle asthénie. Oui. Un patient également qui se plaint des maux de tête, des vomissements et qui a des ictères. Soit les premiers signes. Maintenant, il y a des douleurs articulaires, les douleurs digestives, articulaires, musculaires, qui peuvent également amener le patient à consulter. Oui. Bon, d'abord, il y a les nausées, tout ça, nous avons parlé des vomissements. Il y a également, comment dirais-je, le fait de ne pas avoir un sommeil paisible. Oui. Oui, tout le temps avec des maux de céphalée, les maux de tête, fatigue, vous ne vous reposez pas bien, vous ne dormez pas bien. Un patient qui se plaint énormément de fatigue doit également. Et vous allez voir au niveau des conjonctives du patient seront jaunes. Oui. Et maintenant, il y a le volet urinaire. Vous avez un patient, la couleur de l'urine ne sera plus jaune si grand, il y aura une autre couleur sombre et il y aura aussi les selles. Pourquoi les selles ne seront plus jaunâtres? Pourquoi? Parce que au niveau de l'activité biliaire, qui est l'organe qui sécrète qui donne cette coloration aux selles ne sera pas la même. Donc il faudra déjà s'inquiéter et pouvoir consulter lorsque vous voyez déjà ces différents signes-là. Justement, les études révèlent que les patients, lorsqu'ils partent en consultation, ont déjà atteint un niveau élevé en rapport avec la maladie. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où on contracte la maladie et les signes? Ça prend combien de temps à peu près pour que les premiers signes commencent à se manifester? On va dire qu'il y a une période d'incubation qui dure généralement 6 mois. Pendant cette période d'incubation, on parle de la phase aiguë de la maladie. Pendant cette phase aiguë de la maladie, il faudra que vous ayez fait un test. Quand vous avez fait le test, on parle, le test est positif. Si le test est positif, ça ne veut pas forcément dire que vous faites déjà de la maladie. Il y a ce qu'on appelle la phase d'incubation. Il y a maintenant les marqueurs qui vont entrer en jeu. Nous avons 5 marqueurs de l'hépatite B, l'anticorps HBC, l'anticorps HBS, l'anticorps HBS, l'antigène HBE et l'anticorps HBE. Maintenant, lorsque vous endossez ces différents marqueurs, quand vous êtes en phase d'incubation, l'anticorps HBC sera positif. L'antigène HBS sera positif. Il y a un autre volet qu'il falloir ajouter, c'est 2 volets, pardon, la charge virale. Quel est le pourcentage du virus dans votre sang? Le virus se multiplie à quelle quantité, à quel pourcentage? Et maintenant, il y a le dosage des transaminases qu'on a évoqué avant, qui est l'azate et l'alate. Maintenant, elle peut être normale ou pas, ou élevée. Maintenant, si c'est dans la phase d'incubation, l'antigène HBE sera positif. C'est la phase d'incubation. Lorsque vous passez dans cette phase d'incubation, après 6 mois, c'est déjà la phase chronique de la maladie qu'on est en train d'aborder. Dans cette phase chronique, on va doser ces paramètres. On dose ces paramètres, on se rend compte que vous avez l'antigène HBS qui est positif, vous avez l'antigène HBE qui sera positif également, et l'anticorps HB qui sera positif, qui marque et les transaminases élevés, et la charge virale, en ce moment, sera détectable. Or, dans la phase d'incubation, la charge virale peut être détectable, elle peut être au bas niveau, et vous êtes dans une période qu'on appelle la phase un porteur inactif, qui ne peut pas contaminer l'autre. Voilà, donc nous avons eu la chance dans ce travail de récolter des témoignages de personnes victimes justement d'hépatite virale B. Je vous propose de regarder ce reportage signé de Karel Eyenga.
L'hépatite B est causée par le virus de l'hépatite B que l'on peut contracter par le biais de fluides corporels comme le sang, le sperme ou le lait maternel. Elle peut se manifester sous deux formes: aiguë, qui dure moins de 6 mois, et chronique, qui peut persister toute la vie. Environ 300 millions de personnes vivent avec cette maladie sans le savoir. Les symptômes de l'hépatite B peuvent inclure fatigue, jaunisse, douleur abdominale et nausées. Cependant, beaucoup de personnes ne présentent aucun symptôme, rendant le diagnostic difficile. Les tests sanguins permettent de détecter la présence du virus et d'évaluer l'état du foie. Heureusement, l'hépatite B est évitable grâce à la vaccination. Le vaccin est efficace à près de 95% et est recommandé pour les nourrissons, les travailleurs de la santé et toute personne à risque. Des mesures préventives comme l'utilisation de préservatifs peuvent également réduire le risque de la transmission. Pour ceux qui vivent avec l'hépatite B chronique, des traitements antiviraux existent pour contrôler le virus et prévenir les complications telles que la cirrhose ou le cancer du foie. Un suivi médical régulier est essentiel pour surveiller l'évolution de la maladie. En somme, l'hépatite B est un problème de santé mondiale qui nécessite une sensibilisation accrue. En nous informant et en nous protégeant, nous pouvons réduire son impact et aider ceux qui en souffrent. Un merci à l'endroit de Karel Yenga pour ce reportage. Nous allons poursuivre notre entretien en parlant cette fois-ci des chances de guérison pour les patients qui ont atteint un niveau chronique. Est-ce que lorsqu'on entre en phase chronique, c'est possible de retrouver complètement la santé? Je vous dirais, c'est pas vraiment possible. C'est dans la phase aiguë, comme je l'ai d'abord expliqué tout à l'heure. Oui. Par exemple, vous avez, pour avoir une hépatite qui est résolue, ça veut dire qu'on a dosé ces marqueurs, comme je l'avais dit. Vous avez l'anticorps HBC et l'anticorps HBE qui seront positifs et la charge virale sera indétectable. Et l'anticorps HBE sera positif, l'antigène HBE sera négatif. C'est-à-dire que l'organisme lui-même a pu éliminer la maladie. C'est dans la phase aiguë. Mais après la phase, quand on parle de la phase de chronicité, ça veut dire que la maladie se manifester. On ne pourra pas parler de guérison déjà à la phase chronique. Non. D'accord. Et lorsqu'un patient arrive donc à l'hôpital, qu'il est passé parmi tous les examens que nous avons essayé de mentionner tout à l'heure, comment est-ce qu'il est pris en charge? Quels sont les protocoles qui sont mis en place pour lui permettre, si il est encore à la phase aiguë, de pouvoir retrouver la santé, ou s'il est à la phase chronique, de pouvoir quand même maintenir le cap? Merci pour la question. À la phase aiguë de la maladie, premièrement, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement direct qu'il faut donner aux patients. Ce qu'on recommande généralement aux patients, c'est un traitement diététique, purement diététique, et il doit adopter une alimentation qui va lui permettre de ne pas faire travailler son foie pendant les 6 premiers mois. Parce que si on vous détecte aujourd'hui, après 6 mois, on vous fera encore le test. Mais avant d'arriver à ce niveau, il y a certains examens qu'il va falloir faire. Vous savez, le foie, c'est l'organe où se passe beaucoup de ce métabolisme. Et donc, quand le foie est touché, il y a plusieurs organes également qui peuvent être également touchés. Donc, il va falloir faire des examens comme la numération flux sanguine, qui est un examen qu'on appelle NFS. Il faut faire les TP pour voir si vous n'avez pas un problème de coagulation, parce que ces hormones molécules sont produites au niveau du foie. Il faut maintenant falloir faire les 7 transaminases, comme on vous l'a dit, à quel niveau il se trouve. Maintenant, la charge virale, est-ce que la charge du virus est déjà important, parce qu'à niveau de la phase aiguë. Également, on fera également le récréate pour voir est-ce que les reins sont encore est-ce que les reins fonctionnent également bien. Parce que s'il y a des médicaments qu'il ne faudra pas prendre, par exemple du paracétamol, ça sera difficile pour une personne qui a un foie touché de prendre du paracétamol. Donc il va toutes les anti-inflammatoires, ce sera un peu compliqué pour lui de prendre ces anti-inflammatoires du moment où le foie est déjà touché. Donc, il y a certains éléments qu'il faut prendre en compte. Également, l'alimentation. Et il faudrait qu'il arrête complètement l'alcool. Et si quelqu'un qui consomme du tabac, également, il faudrait qu'il arrête le tabac.
Donc ça, c'est pour les personnes en phase aiguë. Dans l'alimentation, il faudra prendre des aliments riches comme les légumes et éviter de consommer de la viande rouge. Dans cette première phase-là, la phase aiguë, voilà ce qu'on conseille généralement aux patients. C'est après 6 mois, quand on refait certains examens, qu'on essaie de voir comment ils progressent dans le suivi, avec certains examens qu'on a cités précédemment pour voir le suivi du patient. Donc, dans la phase de chronicité, on fera également ces mêmes examens-là. Maintenant, si la charge virale dépasse plus de 200 000 UI par millilitre, là, on pourra mettre le patient sur traitement. Il y a 2 types de traitements pendant cette phase de chronicité. Pour éviter la multiplication du virus, on peut utiliser des antirétroviraux. On peut également utiliser des interférents. Et c'est quoi les interférents? Ces interférents sont utilisés dans la mesure où il faudrait inhiber le processus de développement du virus dans l'organisme. Or, l'antirétroviral directement, lui, inhibe la multiplication du virus. Dans le virus est présent, ça vient se fixer au niveau de l'ADN du virus pour que le virus ne puisse plus se répliquer et se développer en même temps. Donc, il y a certains, comme les molécules, comme on peut avoir la luminisine, qu'on peut utiliser comme antirétroviral. Dans ces cas, généralement, on utilise la luminisine lorsqu'il y a résistance à d'autres comme la ténovirine ou encore adénophobie pour éviter les cas ou les cas où le traitement n'a pas marché avec ces 2 molécules citées plus bas. Plus haut, on utilise la lumidivine pour les cas de résistance, ou bien le traitement n'a pas marché, ou bien il y a le cas où on peut se retrouver dans les cas de toxicité. C'est pour ça que le médecin doit contrôler à chaque fois lorsque vous prenez déjà ces antirétroviraux pour éliminer les... mais ça ne sera pas éliminé, ça va juste inhiber. Lorsque ça inhibe, lorsqu'on fera le test, ça ne veut pas dire que vous serez guéri. C'est des trucs qui se prennent jusqu'à vie. Voilà, on va dire comme ça. Mais il faut contrôler pour éviter la toxicité parce que vous aurez vos reins qui seront sollicités pour l'épuration et tout. Là, il faudra contrôler avec des examens qu'il faudra faire tout le temps. Comme l'urécréa, comme là, c'est une numération de formule sanguine, les TP, et voilà. Lorsque j'écoute les explications, je me rends bien compte que l'hépatite, vaut mieux ne pas l'avoir en fait. Parce qu'une fois qu'on commence à... Mais il y a des manières de prévenir. Justement, c'est là où je devais en venir. Comment donc faire pour prévenir les hépatites? La prévention se situe de manière prophylactique d'abord, premièrement, de manière prophylactique. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas atteintes. Il y a la vaccination contre l'hépatite. Il faut se faire vacciner contre l'hépatite B. Vous faites d'abord le test. Lorsque le test est négatif, vous faites la vaccination. Maintenant, il faut adopter des comportements un peu au niveau des rapports sexuels protégés. Et se faire dépister peut-être tous les 6 mois ou bien tous les 1 an pour ceux qui ont les moyens de le faire pour pouvoir savoir se situer. Parce qu'aujourd'hui, on peut vous détecter que vous n'êtes pas positif. Après, revenez faire le test. Vous êtes positif. Parce qu'il y a, comme on a assez bien dit, à la phase d'incubation, vous pouvez être à la phase de séroconversion, c'est-à-dire que le virus est là, mais il ne s'est pas encore déployé, il ne s'est pas encore développé dans l'organisme. Mais ce qui est bien, c'est que l'organisme peut lui-même éliminer, comme on l'a assez bien dit. Vous pouvez être atteint, mais l'organisme, si vous êtes en bonne santé, l'organisme peut éliminer de manière naturelle l'organisme. Or, chez l'enfant, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que lorsque vous avez une femme enceinte, il faudra également qu'elle fasse son bilan prénatal en faisant l'hépatite B. Maintenant, surtout dans le cas de la prévention, lorsque l'enfant naît, les 12 heures qui suivent l'accouchement, il faut injecter l'enfant ce qu'on appelle l'immunoglobuline anti-HBS pour pouvoir prévenir l'hépatite chez l'enfant. Voilà la prophylaxie, de manière prophylactique. Et non, par rapport au comportement qu'il faut adopter. Pour ceux qui font les tatouages et autres, il faudrait vraiment qu'ils se contrôlent
les personnes et tout ça. Se rassurer que Voilà. les objets qui sont utilisés ont été stérilisés au On a préalable. oublié un point que je voulais rappeler. Oui. Et lors des transfusions sanguines, il faudrait vraiment que les tests soient faits de manière minutieuse parce qu'il y a cette transmission également par transfusion sanguine qui se fait, qui peut se faire. Ce n'est pas de manière intentionnelle ou fortuite, Oui. ça peut être fortuite. Et il faut vraiment se rassurer que les tests ont été bien faits. Bien fait. Justement, je pense que pendant les transfusions sanguines, les médecins exigent de faire les tests sur place parce qu'il y a des personnes qui préfèrent aller faire les tests ailleurs à cause des coûts. Ils partent ailleurs, ils font les tests et puis ils reviennent présenter au médecin. Non. Les tests se font sur place, mais il faut bien les contrôler. Bien contrôler. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, vous pouvez être là. Pour le moment, tout va, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes à une phase de séroconversion. Même le test dira qu'il est bon. Mais après, on se retrouve dans ce cas-là. Oui. Dans ce cas-là qu'on peut se retrouver avec de la contamination par transfusion sanguine. D'accord. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de toutes les questions qui devaient donc nous permettre de mieux comprendre la pathologie. Sauf si, docteur, vous aviez quelque chose à rajouter pour nos téléspectateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie qui peut se prévenir avec du vaccin, avec un comportement responsable, avec des rapports sexuels protégés. Mais il faut éviter d'utiliser des objets qui sont infectés, souillés par... et je pense que c'est tout de manière générale. Voilà. De pouvoir prévenir, si on parle de la prévention, pour ne pas être contaminé par le virus. Mais il faudrait que des personnes... On peut parler de l'hépatite, on parle de l'hépatite B, mais il faut dire que l'hépatite, seulement, ce n'est pas juste l'hépatite B. Il y a d'autres hépatites médicamenteuses et des hépatites alcooliques. Il faudrait adopter une bonne hygiène de vie. Voilà. Parce que vous pouvez ne pas être infecté de l'hépatite B, mais vous avez de l'hépatite due aux médicaments que vous consommez de manière aléatoire ou encore de l'alcool. Donc, il faut éviter ces comportements qui peuvent vous amener à avoir de l'hépatite de manière générale. Voilà. Fidèles téléspectateurs, prévenir vaut mieux que guérir. Alors, pensez à faire des tests, vaccinez-vous, évitez d'utiliser les objets souillés lorsque vous allez faire des tatouages. Assurez-vous que les objets aient été stérilisés au préalable et une hygiène de vie saine. Et ce n'est qu'en faisant tout cela que vous serez certain de ne pas attraper l'hépatite virale B, l'hépatite B, parce qu'il faut dire que ce n'est pas la seule forme d'hépatite, il y en a plusieurs. Mais si vous prenez les dispositions nécessaires, vous pourrez garder votre santé au top. C'était donc tout pour cette édition de Bien-être. Merci à vous, docteur, d'avoir honoré cette invitation. C'était un plaisir. On espère vous recevoir très bientôt dans le cadre de ce programme. Ça sera sûrement un plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 21h pour une nouvelle édition. Thank you.